Bonsoir à toutes et à tous. Ça me fait plaisir d'être devant un public briançonnais, étant moi-même briançonnais d'origine. Donc, après j'ai fait des infidélités à Briançon, je suis parti. Je suis parti souvent très loin, dans les Andes, où j'ai vécu 24 ans. Toujours à la recherche des phénomènes qui se produisent en montagne. Et ça fait depuis les années 90 que dans le cadre de plusieurs institutions, CNRS et puis l'IRD, Institut de recherche pour le développement, j'ai travaillé sur les glaciers, pas n'importe quel glacier, c'est des glaciers sous les tropiques, dans les Andes, et en mettant en place, avec d'autres, un réseau d'études des glaciers andins, tropicaux. Ça a un intérêt à la fois climatique, c'est pour voir comment évolue le climat à haute altitude sous les tropiques. Et les glaciers sont des très bons marqueurs du climat. Et puis aussi dans les Andes, et peut-être encore plus qu'ici, les glaciers sont des réservoirs d'eau qui sont très utilisés par les différents utilisateurs de l'eau, à savoir les agriculteurs, les éleveurs qui irriguent. L'eau est vraiment sacrée dans les Andes. Hein. Et puis aussi l'eau potable, la génération hydroélectrique également. Bon, voilà. Et donc j'ai vécu 24 ans dans ces contrées, très très belles, j'ai aucun regret, au contraire. Mais j'ai aucun regret aussi d'être venu dans la région. Voilà. Et eh bien je commence justement par une photo qui vous montre un très beau glacier, qui est assez haut, puisqu'il culmine à 5750 mètres, 1000 mètres au-dessus du Mont Blanc, sur lequel j'ai travaillé pendant 12 ans. Et maintenant, ce sont d'autres glaciologues, des glaciologues andins, équatoriens, que nous avons formés d'ailleurs, jusqu'au niveau de la thèse de doctorat, et qui ont repris le flambeau de ces études glaciologiques dans les Andes. Voilà, on a toujours une satisfaction de former des gens et de voir que ces gens, en plus des locaux, repartent dans leur pays et occupent des postes intéressants au niveau de la recherche scientifique, et en particulier sur l'environnement et sur les glaciers. Voilà. Alors là, c'est une photo du Nevado Antisana, il s'appelle, qui se trouve en Équateur et qui domine l'Amazonie. Ça ne se voit pas parce qu'il y a des nuages, mais sous les nuages, il y a la plaine amazonienne. S'il n'y avait pas de nuages, on pourrait voir les méandres des affluents de l'Amazonie, le Rio Napo en particulier, voilà, pour ceux qui connaissent la région. Donc on est tout près de la ligne équatoriale, on est à 15 km de l'équateur, un peu plus. Voilà. Voilà. Et donc le but de cette présentation, c'est de faire une sorte de mise au point sur l'état des glaciers, non seulement dans les Alpes, mais on partira des Alpes, c'est normal, mais également au niveau mondial. On ne va pas s'intéresser à tous les glaciers, on va s'intéresser surtout aux glaciers de montagne. Et ça va nous faire voyager hors d'Europe, aussi bien en Himalaya, dans le Karakorum, dans les Andes évidemment. Voilà, partout où il y a des glaciers pour essayer de prendre le pouls un peu de ces glaciers et de voir comment ils se débrouillent avec le réchauffement climatique que nous connaissons depuis maintenant plusieurs décennies. Et donc le titre n'est pas très optimiste, vers des montagnes sans glaciers. Effectivement, on peut se poser la question, pour certains massifs, de savoir si nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, verront encore des glaciers. Et nous verrons que ce n'est pas évident au niveau des Alpes. Voilà. Donc voilà, on va partir à la rencontre de ces glaciers. Voilà l'arrivée au sommet de l'Antisana. Vous voyez, j'avais quand même de la chance de travailler quand je pense qu'il y a des gens qui travaillent dans un bureau. Et ben mon bureau, c'était ça. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas toujours facile de monter à 5007, lourdement chargé, là pour faire un carottage par exemple. Mais bref, il y a quand même des compensations. Hein. Alors, je vais étudier 5 points, plus ou moins rapidement, parce qu'il y a des choses que vous connaissez déjà.
Puis il y a des choses qui sont un peu techniques et qui nécessiteraient d'autres développements. Mais il y a 5 points fondamentaux. Tout d'abord, définir un glacier, ça je pense que vous savez tous ce que c'est qu'un glacier, mais plus exactement ce qu'on appelle le bilan de masse. Le bilan de masse est une notion qui est vraiment essentielle, aussi essentielle que connaître les débits d'un cours d'eau pour un hydrologue ou d'autres valeurs comme ça pour des spécialistes. On a besoin de bases de données pour raisonner sur des phénomènes naturels. Et moi, je suis un glaciologue de terrain, je suis un homme de terrain, j'ai toujours fait du terrain, c'est par goût, par nécessité aussi, et je pense que c'est absolument essentiel, toujours quand on manipule des données, de voir d'où elles viennent et comment elles sont extraites et la confiance qu'on peut faire à ces données. Voilà. Ça va être l'objet du premier point. Le deuxième point, eh bien, on va rentrer dans le vif de l'action. On va voir que le recul glaciaire, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est déjà une longue histoire qui a 1 siècle et demi à peu près. Et on va voir quel est le rapport entre le recul actuel que l'on voit tous les jours sur nos glaciers et puis le recul plus ancien qui date des années 1850, voilà. Ce qu'on appelle la fin du petit âge glaciaire. Et puis une question un peu plus technique, pourquoi ça fond ? Alors, la réponse qui vient immédiatement, ça fond parce que le climat se réchauffe, c'est vrai, c'est ça. Mais on peut peut-être fouiller un peu plus et aller au niveau des processus pour voir comment ça fonctionne tout ça. Quel est le rapport entre une atmosphère qui se réchauffe et des glaciers qui fondent ? Ça paraît extrêmement simple, mais vous verrez que c'est un peu plus compliqué. Les glaciers vont-ils disparaître ? Eh bien, on fait des simulations sur certains glaciers. Je vous présenterai des simulations faites sur des glaciers dans le massif du Mont-Blanc, parce que les glaciers sont très bien connus dans cette région. Et même en Suisse, le grand glacier d'Alecht, qui est le plus grand glacier des Alpes. Et puis les conséquences, on n'aura pas le temps d'aller beaucoup sur les conséquences. On ne va pas, par exemple, parler des conséquences hydrologiques, alors qu'on est justement dans une année où les problèmes de l'eau se posent de façon crue, non seulement dans les plaines, mais également en montagne. On a vu des refuges fermés cet été parce qu'il n'y avait plus d'eau, tout simplement. Bon. On se contentera, et même si ça ne nous concerne pas tellement, ici on n'a pas les pieds dans l'eau vraiment, mais on verra que le recul des glaciers de montagne a un impact certain sur l'exhaussement du niveau marin. Voilà. Alors on attaque, et avant d'attaquer, je voudrais vous présenter une carte pour vous montrer où se trouvent ces glaciers de montagne. Ils se trouvent assez bien répandus à travers le monde, si bien que quand on les étudie, on peut avoir une vision globale du climat qui les fait évoluer. Alors évidemment, il y en a des glaciers de montagne autour de l'Antarctique, en particulier dans la péninsule. C'est tout les liserés noirs que vous voyez sur la carte. Donc il y en a sur la péninsule antarctique. Il y a évidemment la grande cordillère des Andes, la partie Terre de Feu, Patagonie, Andes centrales, les glaciers qui me sont chers, puisque c'est ceux que j'ai étudiés ici en Bolivie, au Pérou, en Équateur. Il reste quelques petits glaciers en Colombie. Et le seul glacier du Venezuela, le glacier Simón Bolívar, vient de disparaître. Voilà, donc on peut l'effacer de la carte. Il y en a également un petit peu au Mexique, sur les Rocheuses du Pacifique, jusqu'à l'Alaska. L'Alaska, ils sont plutôt immenses, les glaciers, c'est parmi les plus grands glaciers de montagne de la planète. Il y en a autour du Groenland. Je ne parle pas de la calotte du Groenland, je parle des montagnes qui entourent le Groenland et qui possèdent des glaciers de montagne. Il y en a ici sur les îles du nord de l'Atlantique, en Islande bien sûr, au Spitsberg, au Svalbard, Nouvelle-Zélande. Vous voyez, toutes ces îles sont des îles qui sont recouvertes de calottes glaciaires. Et voilà, vous avez peut-être visité certaines de ces calottes en Islande, par exemple, bien connues à cause de l'interférence entre le volcanisme et ces glaciers. Et puis le gros paquet, on l'appelle quelquefois le troisième pôle.
après le pôle Nord et le pôle Sud, c'est l'Himalaya. L'Himalaya, c'est immense, l'Himalaya. Vous avez l'Himalaya proprement dit, la région de l'Everest, par exemple, au Népal. Vous avez la partie ouest de l'Himalaya, le Karakorum. Vous avez au nord les Tian Shan. Et puis là, vous avez le Pamir, l'Hindu Kush. Bon, voilà, toutes ces régions ont de grandes quantités de glaciers et ces glaciers jouent un rôle économique particulier puisqu'ils alimentent un peu plus d'1 milliard de populations tout autour, en Chine en particulier et dans le nord de l'Inde, au Pakistan. Voilà, et puis il y a des petites curiosités encore, le Kilimandjaro par exemple en Afrique, le mont Kenya, le Rwenzori, bon c'est des tout petits glaciers, mais enfin ils sont là encore. Et puis tout petits ici, ils paraissent tout petits, nos glaciers, les glaciers des Alpes, hein. Ils sont là, voilà. Il y en a sur les 4 pays alpins, hein. Les Pyrénées, il reste quelque chose. Bref, vous voyez. Donc tous les autres objets sont des objets glacés ici, ça c'est du pergélisol ou du permafrost. Ça, c'est des manteaux neigeux saisonniers. Bref, c'est une carte qu'on peut qualifier de carte de la cryosphère, c'est-à-dire de tous les objets glacés à la surface de la Terre, et les glaciers de montagne en font partie. Donc, on a à peu près 200 000 glaciers. Et s'il fallait les étudier tous, une vie ne suffirait pas. Donc, on verra qu'il y a des moyens de les étudier, même si on ne les parcourt pas. Ce qui fait à peu près une surface plus grande que la France, 730 000 km². Voilà. Alors qu'est-ce que ça pèse au point de vue volumétrique, au point de vue volume? Eh bien ça c'est le potentiel des grands glaciers à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'est-ce que ça représente en termes d'élévation de niveau marin si on les fait fondre complètement. Si on fait fondre complètement l'Antarctique, eh bien, ça fait 58 mètres. Il vaut mieux pas habiter trop près des côtes, hein. Le Groenland, c'est 7 mètres, si ça fond complètement. C'est pas demain que ça va fondre, hein. Mais enfin, ça donne une idée du volume contenu par les grandes calottes. Et puis, les glaciers de montagne, c'est 40 cm, donc c'est tout petit à côté. Mais actuellement, et c'est l'objet de ces carrés jaunes. On voit actuellement, sur la période 2000-2019, donc les 2 dernières décennies, les glaciers de montagne larguent environ 267 milliards de tonnes d'eau à l'océan. Donc c'est quand même considérable. Et vous voyez que ça fait pratiquement jeu égal avec les autres calottes. 286 gigatonnes sur 2010-2018 et 252 gigatonnes sur l'Antarctique. Donc vous voyez, un des intérêts d'étudier les glaciers de montagne actuellement, c'est qu'ils ont un impact non négligeable sur l'élévation du niveau marin. Nous reviendrons à la fin sur cet aspect-là. Ça, vous avez tous reconnu, hein, c'est le glacier blanc. Non, c'est pas le glacier blanc, c'est la mer de glace, bien sûr, et le glacier de l'Échaud, avec la belle face nord des Grandes Jorasses. Voilà. Et puis la vallée blanche qu'on descend en ski, l'aiguille du Midi, le Mont Blanc, évidemment. Voilà. Donc, on va s'intéresser, mais assez rapidement, sur les glaciers, sur ce que c'est qu'un glacier. Alors, un glacier, comme vous le voyez ici, ça comprend 2 parties bien distinctes, et là, c'est d'autant plus net. C'est un petit sommet des Andes sur lequel je travaillais, le glacier Telata. Vous voyez une partie blanche. Ben, la partie blanche, c'est ce qu'on appelle la zone d'accumulation. C'est constitué par du névé, c'est-à-dire un matériau qui fait à peu près la moitié de la densité de l'eau, 0,5, voilà, par exemple. Et c'est blanc. Vous le voyez, c'est pas systématiquement blanc, mais enfin, sur la photo, c'est blanc. Et c'est la zone d'accumulation, c'est-à-dire une zone où il s'accumule pendant l'année plus de neige qu'il n'en fond. Donc, il se forme dans cette zone d'accumulation de la masse
de la masse en excès, et cette masse, comme la glace n'est pas un fluide, mais c'est un matériau visco-plastique qui se déforme sous l'effet de son propre poids, et bien cette masse en excès, elle a besoin d'être évacuée. Elle est évacuée parce qu'il y a de la pente, et donc cette masse, cette zone d'accumulation entretient un flux de glace. Ça peut être en surface 10 mètres par an, 100 mètres par an, quelquefois plusieurs kilomètres par an, si c'est des grands glaciers. Et cette masse de glace formée en haut, eh bien, elle se dirige vers le bas dans la zone d'ablation. La zone d'ablation, c'est au contraire la zone où ils font plus de glace qu'ils ne s'en fabriquent au cours de l'année. Donc, tout naturellement, cet excès de glace donc s'évacue vers le bas, et puis vers le bas, eh bien, la fonte augmente au fur et à mesure qu'on descend vers le front du glacier, et le front du glacier est atteint quand toute la glace venant de la partie supérieure, venant de la zone d'accumulation, eh bien, disparaît sous l'effet de la fonte. Et donc, il en sort, ça va s'arrêter. J'ai oublié de couper. Bon, et donc, vous voyez, un effet de la fonte, c'est qu'il sort au niveau du front un torrent qu'on appelle un torrent émissaire. Il y en a au glacier noir, au glacier blanc, etc. Avec une petite grotte ici qui est due à la chaleur qui se transmet de l'eau qui sort du glacier à la glace. Voilà. Et puis en avant, quelquefois, on voit des moraines. Quelquefois, elles n'ont pas été détruites par l'érosion. Eh bien, les moraines latérales, ici, matérialisent les volumes de glace qui ont disparu depuis 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, etc. Voilà donc. Et là, vous avez une zone d'équilibre entre la zone d'accumulation et la zone d'ablation. Vous avez une ligne d'équilibre qui matérialise le point où l'apport de glace et la fonte de la glace s'équilibrent à peu près. C'est une ligne qu'on appelle la ligne d'équilibre. Alors elle varie en hauteur en fonction des années et elle est corrélée évidemment au bilan de masse sur lequel je vais m'appesantir maintenant. Voilà. Alors un glacier, ça fonctionne comment? Donc il y a 2 cas, même 3, mais enfin il y a 2 cas particuliers. Quand la zone d'accumulation accumule beaucoup de neige au cours de l'année, il se forme un excès de masse, et cet excès de masse a besoin d'être évacué. Et si il y a beaucoup de neige au cours de l'hiver qui produit cet excès de masse, et qu'au cours de l'été, dans la zone d'ablation, il y a peu de fonte, eh bien le glacier, au bout de quelques années, si les choses se répètent ainsi, eh bien il doit évacuer beaucoup de masse. Donc il augmente sa vitesse, il augmente son épaisseur, et finalement, cette vitesse augmentée et cette épaisseur augmentée se transmet au niveau du front par une avancée du front. On dit que le glacier avance. Hein. Au contraire, si par exemple les hivers sont peu neigeux, et si les étés sont particulièrement chauds, où il y a beaucoup d'ablation, la ligne d'équilibre va remonter en altitude. Et là, eh bien, il y a peu de transfert de masse qui s'établit entre la partie haute du glacier et la partie basse, et si bien que le front est obligé de reculer. Hein. On dit que le glacier recule. Donc, ces 2 configurations ici, eh bien, se sont produites au cours des dernières décennies, et naturellement, c'est ce cas qui actuellement est de loin le plus fréquent. Alors pour, en gros, arriver à établir le bilan de masse du glacier, c'est-à-dire la différence entre ce qui s'accumule en neige et ce qu'ils font pendant la saison chaude en particulier, eh bien on est obligé de faire des mesures. On est obligé de faire des mesures d'accumulation. On fait des carottages, toujours au même endroit, dans plusieurs sites de la zone supérieure du glacier, pour établir quelle est la quantité de neige qui s'est déposée
au cours d'une année. Et c'est un travail assez épuisant, surtout qu'il est à 5004, là, 5400 mètres. Mais on sort des carottes, on les pèse, connaissant le volume de la carotte et son poids, on réduit tout en valeur en eau. En valeur en eau, puisque c'est la seule valeur qui permet d'être d'être étendu à toute la surface du glacier, que ce soit du névé, de la glace, etc. Donc on réduit tout en valeur en eau. Au contraire, dans la zone basse, on plante des balises. Il y en a dans le glacier blanc qui sont gérées par le parc des Écrins en particulier. Et ces balises, elles sont bien commodes puisqu'en lisant la partie émergente, en mesurant la partie émergente de la balise, on arrive à voir si le glacier gagne en épaisseur ou s'il diminue d'épaisseur. Et ce delta, cette différence, eh bien, on la transforme en valeur en eau, si bien que quand on a ça au niveau de toutes ces mesures au niveau d'un glacier, ici le glacier de Saint-Sorlin, dans le massif des Rousses, pas très loin de la station de l'Alpe d'Huez, eh bien, entre les mesures d'accumulation qu'on pratique dans la partie haute du glacier, les mesures d'ablation en rouge qu'on pratique dans la partie basse du glacier, on somme tout ça, on transforme en valeur en eau et on a le bilan de masse. Et le bilan de masse peut être positif. Dans ce cas-là, le glacier a gagné de la masse. Il peut être négatif et au cours d'une année, le glacier a perdu de la masse. Voilà, c'est donc ce qu'on appelle le bilan. C'est un bilan, un peu un budget, comme un budget en fait, un bilan de masse, qui caractérise l'état de santé d'un glacier. S'il est bon, eh bien, le glacier a gagné de la masse, il est appelé à s'étendre vers le bas. Et s'il est négatif, eh bien, le glacier est appelé à se réduire. C'est tout simple, mais ça demande beaucoup de boulot. Voilà, parce qu'il faut faire beaucoup de travail de terrain. On fait ça avec beaucoup d'enthousiasme, néanmoins, quelquefois, quand il neige, bref, c'est pas toujours la joie, mais c'est ça. On le fait systématiquement à la fin de l'hiver, dans les Alpes, donc au mois de juin, mai-juin, ça dépend. Et puis, on le refait fin août, en septembre, pour avoir le bilan de masse caractérise l'année hydrologique ici, qui va de septembre jusqu'à août. Ce n'est pas l'année civile, janvier-février, parce que ça n'a pas de sens, mais c'est l'année hydrologique, c'est à partir de septembre, et on ferme cette année en août. Donc on va avoir bientôt sur le glacier blanc, par exemple, les mesures de bilan de masse de l'année, et on va savoir quelle valeur en eau le glacier blanc a perdu. Et quelqu'un me disait que un collègue de Grenoble me disait qu'il était en train de faire le bilan de mer de glace et d'Argentière dans le massif du Mont-Blanc. Il me disait qu'on va battre tous les records depuis le début des années 60, depuis le début des mesures. Donc ça va être encore pire cette année qu'en 2003. Il y a d'autres méthodes, on peut prendre des photos, des photos aériennes, des couples de photos, qui permettent de restituer le relief en vision stéréoscopique. Une année 94, une autre année 2003. C'est des photos qui sont prises soit par avion, soit par satellite, et de plus en plus par satellite, puisque la résolution des photos de satellite maintenant sont devenues absolument excellentes. Et on superpose les deux modèles résultants et on voit qu'il y a une différence d'épaisseur sur le glacier, soit positive, soit négative, et on transforme cette différence d'épaisseur en valeur en eau. Et ça permet d'aller partout sur le glacier, partout. Alors que les mesures de terrain évitent les chutes de sérac, les endroits un peu trop dangereux, etc. etc. Voilà. C'est la méthode photogrammétrique et donc on compare les mesures de terrain avec les mesures obtenues par photogrammétrie. Bon, il y a d'autres méthodes, mais je passe vite. C'est des méthodes qui
qui concerne surtout les grandes calottes glaciaires, gravimétrie et utilisation du laser en altimétrie. Voilà, et donc dans mon équipe de Grenoble, enfin, qui était mon équipe, maintenant je suis un peu séparé de cette équipe, mais il y avait une équipe qui travaillait sur les Alpes, une partie qui travaillait dans les Andes, c'était moi, et puis d'autres, et puis une partie qui travaille en Himalaya. Vous voyez, l'équipe qui travaille en Himalaya, eh bien, ils ont aussi un beau paysage, hein, puisque là, vous avez l'Everest, hein, le Nuptse et le Lhotse, et là, vous aurez le Makalu. Hein. Donc, ils n'ont pas à se plaindre non plus. Hein. Mais il faut dire qu'ils travaillent haut, ils travaillent jusqu'à 6800 mètres d'altitude. Donc, voilà, heureusement qu'ils ont des compensations. Voilà, donc le problème est un peu réglé dans la mesure où, même si très peu de glaciers sont étudiés sur le terrain, il y a une quinzaine de glaciers qui possèdent des séries sur un demi-siècle, à peu près, hein, c'est peu. Mais néanmoins, d'autres méthodes viennent compenser ce manque de données. Et de plus en plus, on a des glaciers étudiés grâce à l'apport des satellites. Voilà. Donc, très rapidement, hein, pour vous expliquer un petit peu comment on arrive à collecter les données sur ces glaciers à échelle mondiale. Le deuxième point, comme je l'ai annoncé, c'est on va maintenant se mettre dans le recul et essayer d'expliquer, d'abord observer ce recul, quelles sont les phases de ce recul et comment évaluer le recul actuel des glaciers depuis 2 décennies par rapport au recul qu'ils ont connu dans le passé depuis un peu plus d'un siècle. Eh bien, les glaciers, on les connaît depuis pas mal de temps. On les connaît depuis, disons, le XVIIe siècle, grâce, non pas à des scientifiques généralement, mais grâce à des artistes souvent. Il y a eu depuis très longtemps, et surtout depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a eu des gens qui ont eu la curiosité d'aller sur les glaciers, de les peindre, d'en faire des gravures, d'en faire des récits. Il y a eu des événements également. À une époque, les glaciers avaient tendance à devenir envahissants, particulièrement dans la vallée de Chamonix. Les glaciers avançaient, ils détruisaient les bois, les forêts, et ils détruisaient les pâturages, détruisaient même les maisons. À une époque, ils étaient tellement en casse-pied, les glaciers, qu'on était obligé de faire venir des ecclésiastiques qui venaient et qui intimaient l'ordre à ces glaciers, à ces glacières, on disait à l'époque, de se replier. Et parfois, ça marchait. Du coup, le prestige des ecclésiastiques devenait extrêmement fort quand ça marchait. Et ça marchait pas mal. Hein. Et vous voyez donc, il y a 2 grandes périodes. Il y a une période alors qui date de 1600, de 1600, donc de la fin du Moyen Âge, période de la Renaissance, jusqu'en 1850, où les glaciers oscillent très en avant des fronts actuels, 1 km, 2 km, plusieurs centaines de mètres en tout cas. Et ces glaciers étaient très bas, ils descendaient pratiquement dans les vallées, c'est le cas de la vallée de Chamonix, et ils devenaient donc souvent envahissants. Ici, vous avez les Bossons, Argentières, Grindelwald, mer de glace, Anvers. Et donc, c'est une chance d'avoir pu reconstituer la position des glaciers dans ces époques reculées. Et je ne l'ai pas marqué, mais on peut dire que depuis 1300, 1350 à peu près, donc depuis le XIVe siècle, les glaciers sont sur des positions très avancées par rapport à ce qu'on a connu après. C'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, il a combiné plusieurs causes, mais ce qui est sûr, c'est que les températures étaient quand même bien plus basses qu'elles l'ont été à partir de 1850, 1900, 20e siècle et surtout actuel. Et donc le petit âge glaciaire prend fin vers 1850, entre 1830 et 1850, et s'amorce une décrue glaciaire qui touche tous les glaciers des Alpes.
tous les glaciers des Alpes. Et vous voyez que cette décrue n'est pas linéaire, la ligne n'est pas droite, mais elle est émaillée d'avancées, de réavancées, de recul, de réavancées, de recul, mais quand même dans l'ensemble, vous voyez, ça descend. Ça descend. Si bien que vers les années 50, 1950, on avait perdu à peu près la moitié des masses glaciaires du petit âge glaciaire. Et en 1950, on ne parlait pas encore du réchauffement global. Donc naturellement, on a le petit âge glaciaire qui se termine et un climat plus chaud. Au début, c'est un réchauffement naturel du climat. À cette époque, entre 1850 et 1930, etc., l'homme n'est pas responsable du réchauffement climatique, donc de la fin du petit âge glaciaire. C'est ensuite que, on va le voir, notre atmosphère surchauffée par ce qu'on déverse comme gaz à effet de serre commence à affecter très sérieusement les glaciers. Voilà. Donc retenez cette date, 1850, c'est un peu, bon, plus ou moins deux décennies, mais c'est la date de la fin du petit âge glaciaire. Donc on est vraiment dans la décrue glaciaire. Et quand on utilise le bilan de masse, donc on a pu reconstituer jusqu'en 1900 par des moyens statistiques, eh bien on voit qu'il y a, tout au long du XXe siècle, il y a plusieurs phases. Disons, le début du XXe siècle, la guerre de 14 jusqu'aux années 1930, on voit que les glaciers sont assez équilibrés. C'est-à-dire qu'ils perdent autant de masse qu'ils n'en gagnent. En fait, on a un bilan à l'équilibre. Et puis, pour les plus anciens d'entre nous, ils se souviennent, et je sais que mon oncle faisait des cartes postales, comme vous le savez peut-être, et j'ai quelques photos de ces années 40, 50, où on voit vraiment que les glaciers sont dans un piètre état. Il y avait beaucoup de fusions dans cette période, qui correspondent là à une décrue tout à fait significative. Pendant une décennie, entre 1940 et 50 en gros, eh bien, il y a eu vraiment déjà un premier coup de semonce qui touche les glaciers. C'est une première période de fonte, assez, très marquée. Voilà. Et puis, vous avez cette période 1950-1980, où vous voyez que les glaciers atteignent de nouveau un certain équilibre. Et même, on assiste à des avancées, et quelquefois des avancées spectaculaires. Le glacier des Bossons a avancé de près de 300 mètres. La mer de glace a stoppé son recul, a même un peu avancé. Et même le glacier blanc, moi quand j'étais gamin et que j'allais au refuge du glacier blanc, avec mes baskets, je foulais des pieds le glacier, on traversait le glacier, d'autres s'en souviennent également. Voilà, et puis on a même vu le glacier avancer. On avait construit une passerelle en avant du front du glacier. Et avec un camarade et un ami donc, qui était glaciologue, Louis Reynaud, on se disait, tiens, est-ce que le glacier, s'il avance encore un petit peu, est-ce qu'il va emporter la passerelle ou pas? Donc on avait parié, lui avait parié qu'il s'arrêterait avant, il a gagné. Et effectivement, le glacier s'est arrêté. Alors on n'a pas fait venir les ecclésiastiques, mais ça s'est fait tout seul. Le glacier donc s'est arrêté à quelques dizaines de mètres de la passerelle. Pas loin, en tout cas. En tout cas, la passerelle a été sauve. Et puis après, et là ça devient sérieux, vous avez une première phase. Regardez le glacier de Saint-Sorlin, par exemple, de décrue très important, de déficit de glace, et ça plonge encore plus à partir de 2003. 2003, ça vous rappelle des souvenirs, bien sûr. Donc les dates remarquables, 1940-50, on a déjà un affaissement des glaciers à l'échelle alpine. Ensuite, une période de stabilité, on est content parce qu'on croit que les glaciers vont réavancer, puis les vieux guides sont contents en disant « oui, mais il y a eu une décrue, mais immanquablement ça va revenir ». Et c'est revenu, effectivement, un petit peu. Mais à partir de 85, on assiste vraiment à une décrue remarquable des glaciers. Et si on regarde sur l'arc alpin, d'autres glaciers
comme les glaciers ici de Sarenne, Saint-Sorlin dans les Rousses, le glacier de Grise sur le bord de gauche de la vallée du Rhône, la Silvretta sur la frontière Suisse-Autriche, ou les glaciers autrichiens du Tyrol ici. On voit qu'il y a une bonne homogénéité. Les glaciers, à l'échelle de l'arc alpin, ont connu à peu près la même évolution. Sauf que, quand même, il y a des glaciers qui reculent plus que d'autres. Sarenne, dans le massif des Rousses, c'est le pire. C'est celui qui a perdu, d'ailleurs il va disparaître ces toutes prochaines années. Saint-Sorlin, Grise. Alors qu'est-ce qui fait que des glaciers perdent moins de masse que d'autres? Eh bien c'est essentiellement, bon, on peut dire que Saint-Sorlin et Sarenne sont peut-être un peu plus au sud, peut-être qu'ils bénéficient de conditions climatiques un peu plus hostiles, hein, mais surtout c'est leur taille. C'est leur taille. Quand un glacier est grand et qui peut vraiment bien se recharger entre, on va dire, 3500 mètres et 4000 mètres, eh bien, le glacier recule relativement peu. Quand le glacier a perdu sa zone d'accumulation, on l'a vu, eh bien, il a plus d'accumulation. C'est comme si on le privait d'aliments, quoi. Donc, il n'a pas d'autre solution que de reculer. C'est le cas de Sarenne et ça sort là. Surtout Sarenne. Voilà. Alors au total, on peut dire, en conclusion, que en 62-82, des périodes de mesure, on a des bilans à peu près équilibrés. 83, 84, 2002, eh bien, on a des déficits à l'échelle alpine qui sont de l'ordre de 0,85 mètres d'équivalent eau par an, c'est-à-dire 850 mm d'eau. C'est comme si on enlevait une couche d'eau, hein, de 850 mm sur toute la surface du glacier, aussi bien en bas qu'en haut. Évidemment, le glacier va perdre beaucoup plus en bas qu'en haut. Mais c'est donc le bilan de masse. Et puis depuis 2002, eh bien, vous voyez, on a doublé cette valeur. On est là. Donc les glaciers sont en train de perdre entre 1,50 m et 1,80 m d'équivalent eau par an. Voilà. Et j'ai rajouté ça dernièrement, le 21-22 va battre tous les records depuis 60 ans. Donc, on est vraiment sur cette ligne-là. Et évidemment, pour les petits glaciers, c'est désastreux. Regardez le glacier de Sarenne, photographié par des Grenoblois en 1906. Le glacier de Sarenne, et on voit que la gare du téléphérique n'est pas encore construite, ici, hein, au sommet. En 1906, le glacier a une belle allure encore, hein, il fait 109 hectares. En 2016, il fait 3 hectares. Donc il aura perdu, entre ces deux dates, 97% de sa masse. Et il reste deux petites misérables taches de glace, ici en bas, assez grises en fin d'été. Hein. Et ça, c'était en 2016. Donc moi j'aimerais bien aller le revisiter, ce glacier. Eh ben, je ne suis pas sûr que les deux taches existent encore. Hein. Voilà. Alors, la question qu'on pose, évidemment, là je vous invite à prendre un peu l'avion, même si c'est déconseillé actuellement, mais aller regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Hein. Et ça, c'est une photo qui m'est chère, puisque c'est le premier glacier que j'ai équipé en Bolivie, le Huayna Potosí, le glacier de Zongo. Hein. On monte en voiture ici jusqu'à 4008, heureusement d'ailleurs. Et puis ensuite, le sommet est à 6000. Donc c'est un glacier qu'on a équipé et qui est actuellement sans doute le glacier le mieux étudié de tous les tropiques. Voilà. Glacier Zongo. Alors le glacier Zongo, ces eaux sont recueillies ici par un petit canal, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une ligne là. Ce canal recueille toutes les eaux, amène les eaux dans un barrage qu'on ne voit pas ici, à 4008. Et ensuite, ces eaux sont turbinées 8 fois jusqu'à la forêt amazonienne. En bas, on est à 800 mètres d'altitude. Et là, on est à 4008. Là, ça vous montre un peu une des applications des eaux glaciaires
dans les régions qui misent beaucoup sur l'hydroélectricité quand ces régions ont des sites favorables à la génération de ce type d'énergie. Voilà. Alors, le sujet. Grâce à une équipe internationale menée par Zimp et al., donc un article paru dans Nature, la revue, ils sont allés, grâce à une combinaison de méthodes, hein, on peut leur faire confiance, c'est des glaciologues confirmés, ils sont allés visiter les différentes régions du monde, 17 régions du monde. Voilà. Donc c'est un graphique que j'ai un peu éclairci dans le livre qu'on vient de faire paraître là. Et on voit quand même plusieurs choses. Alors je ne vais pas détailler dans le détail parce que ça prendrait trop de temps, mais on voit que, et ça depuis les années 60, je le dis pour les gens qui sont au fond et qui ne verraient peut-être pas les chiffres. Ici donc 61, 2021, hein, c'est la période. Et là c'est les valeurs de perte en eau. Ici on a l'équilibre, 0, moins 10 mètres d'eau, moins 20 mètres, moins 30, moins 40 mètres. Et là on voit la Patagonie, les Andes patagoniennes, les beaux glaciers de Patagonie, terre de feu, eh bien, ce sont eux qui ont le plus perdu de masse. Ils ont perdu 40 mètres d'eau. Imaginez ce que ça fait. 40 mètres d'eau, ça fait encore plus de neige, hein, plus de glace. Voilà. Donc, on a des régions records où les pertes sont vraiment immenses. Et c'est le cas d'Alaska également. Et c'est le cas de l'ouest du Canada. Si bien que quand vous regardez quels sont les glaciers qui perdent le plus actuellement, ben, ça semble être les glaciers maritimes, les glaciers qui sont proches de l'océan, qui vèlent, qui se jettent dans l'océan. Et là, on soupçonne que l'océan est une masse d'eau chaude qui influence l'état de santé des glaciers. C'est le cas également des tropiques. Ici, des tropiques en a. Ça, c'est les valeurs, les nôtres. Et puis, de l'autre côté, vous avez des glaciers qui semblent être encore en bonne santé. Hein. Ils ont connu une évolution positive depuis les années 60. Et je m'arrête sur un type de glacier, c'est le Karakorum-Kunlun. Karakorum, pour vous dire, bon, on va le voir sur la prochaine diapositive, ça se trouve complètement à l'ouest de l'Himalaya et un peu plus au nord. Et les Kunlun, c'est la grande chaîne de montagnes qui fait 3000 km de long et qui ferme au nord le plateau tibétain. Et vous voyez donc, dans cette région, eh ben, on a une sorte d'exception, exception Karakorum-Kunlun, qui nous montre que les glaciers subissent moins de pertes. Et évidemment, ça nous fait nous demander quelles en sont les raisons, bien sûr. En Himalaya de l'Est, par contre, vous voyez qu'on est dans des chiffres de déficit très marqués. On est vers entre 8 mètres et 10 mètres d'eau. Hein. Donc c'est déjà assez colossal. Et puis au milieu, il y a notre Europe. Hein. Notre Europe et nos Alpes. Vous voyez que finalement, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de pertes en Europe, c'est vrai. Mais vous voyez qu'au niveau mondial, on est dans une situation un peu intermédiaire. Ici, on perd entre 15 mètres et 20 mètres d'eau, ici, en Europe. Donc bien loin des grands glaciers patagoniens et alaskéens. Voilà. Effectivement, l'Himalaya pose un certain nombre de problèmes et on s'est interrogé, et c'est aussi une équipe internationale, de mon laboratoire d'ailleurs, Brun et al., qui s'est interrogé sur cette exception Karakorum. J'ai ici mis un rectangle gris sur cette région, vous voyez, les cercles sont blancs, c'est-à-dire le bilan est équilibré. Quand ils sont bleus, eh bien, le bilan est positif, c'est des glaciers qui gagnent de la masse. Et partout ailleurs, c'est des glaciers rouges, hein, c'est-à-dire des glaciers qui perdent de la masse autour de 600 à 800 mm d'eau par an. Alors ce qui est frappant, c'est qu'il y a vraiment trois régions qui s'affrontent. Une région sud de l'Himalaya, celle qui est affectée par la mousson indienne, voilà, qui, elle, perd pas mal de masse. L'Everest, si vous voulez, serait là, à peu près. Le Makalu ici le Dhaulagiri, etc. Voilà.
Les géants de la planète sont là. Mais là, il y a aussi un géant qui est le K2. Hein. Le K2 est ici. Voilà. Donc, il y a un grand contraste entre les régions himalayennes qui reçoivent la mousson et qui subissent des pertes de masse tout à fait élevées actuellement, et des régions qui sont encore à peu près en équilibre et qui, elles, ne reçoivent pas la mousson. La mousson, le golfe du Bengale, qui est le point de départ de la mousson, est trop éloigné de cette région. On a là 2500 km au moins. Mais c'est des dépressions, c'est les dépressions du front polaire, un peu comme chez nous, hein, qui intéressent ces régions du Pamir, de l'Hindoukouche, du Karakorum et des Koundou. Donc on a ici une coupure climatique très très nette et une coupure, on peut dire, glaciologique, puisque ces régions subissent moins le déficit glaciaire actuel. Et puis quand on va vers les Tian Shan, ici, de nouveau, on voit des pertes qui dominent par rapport aux glaciers en équilibre. Voilà, donc je vous montre ça pour vous montrer qu'on ne peut pas avoir une image unique de l'état des glaciers du monde, mais il faut quand même s'intéresser aux régions pour voir, et on voit des nuances apparaître, et ces nuances, évidemment, il faut les expliquer en termes de processus. Effectivement, là, c'est une photo que j'avais prise d'un avion ULM de 6500 mètres dans les Kunlun. J'ai fait une expédition avec les Chinois, une période qui était favorable pour aller dans ces régions. C'était le printemps de Pékin, comme on disait à l'époque, donc c'était bien. Même les Chinois nous avaient autorisé à survoler ces régions qui sont quand même, du point de vue stratégique, assez sensibles. Hein. Et bien on était monté jusqu'à 7000 mètres avec un petit ULM tout à fait instable et improbable, bref. Ça m'avait permis de faire de belles photos. Et on voit bien que c'est des glaciers qui ne perdent pas de masse, ils fabriquent même des moraines, vous voyez, ici. Et on ne voit pas d'écoulement d'eau en surface. Très peu. Donc c'est des glaciers qui donnent effectivement l'impression qu'ils sont encore en équilibre. Alors pourquoi? Il y a 3 raisons. D'abord, ce sont des glaciers froids. C'est des glaciers dont la température de la glace est très nettement négative, entre -5 et -10 degrés. Si bien que même si la région se réchauffe, et les stations météorologiques du Tibet gérées par les Chinois montrent qu'effectivement il y a une élévation de température qui est remarquable dans cette région tibétaine, et bien malgré tout, ils ne fondent pas, du moins dans un premier temps, parce que la glace a besoin d'être réchauffée jusqu'à 0 degré pour pouvoir entamer la fonte. En gros, c'est ça. Il y a un retard de fonte qui est dû au fait que ces glaciers sont froids. Il y a une deuxième raison, c'est que c'est des glaciers qui sont alimentés par des précipitations pendant l'hiver, alors qu'à côté, la mousson est plutôt pendant l'été. Hein. Et donc, on note sur pas mal de stations du Pakistan, une tendance à l'augmentation des précipitations en hiver. Et donc, c'est des glaciers qui se chargent un peu plus actuellement, ce qui peut expliquer en partie pourquoi ils restent à l'équilibre. Voilà. Et puis, là, ça ne se voit pas, mais un petit peu. Hein. C'est souvent des glaciers noirs, c'est-à-dire couverts de blocailles. Et on sait bien que quand les glaciers sont couverts de blocailles, on en a un bon exemple au-dessus du pré de Madame Carl, c'est des glaciers qui ont tendance à reculer un peu moins. La couche de blocs forme un écran, et c'est des glaciers qui perdent une certaine sensibilité par rapport aux agents atmosphériques, et donc ils sont un peu mieux préservés. Donc les trois raisons combinées pourraient expliquer, on reste dans les hypothèses, que ces glaciers reculent moins. Par contre, des glaciers tropicaux, surtout quand ils sont de petite taille, ça c'est le glacier que j'avais équipé en Bolivie, au-dessus de La Paz. C'est un de ces glaciers qui fournissent en eau la ville de La Paz. Hein. Et donc, c'est le glacier de Chacaltaya, voilà, ici en Bolivie. C'est commode parce qu'on peut monter en voiture jusque-là. Hein. Et il y avait même un tire-fesse ici. Les Boliviens disaient que c'était la station la plus haute du monde, puis effectivement, le sommet est à 5004. Et skier par 5004, c'est pas très fréquent. Voilà, et bien malgré tout, vous voyez, malgré sa hauteur, le glacier n'a pas été préservé pour autant
des conséquences du réchauffement climatique. Et ici, en 1994, en 2000, on voit qu'il se réduit. On a débarrassé, on a enlevé le téléski. Ici, en 2003, il va se couper en deux. Là, il s'est coupé en trois. Et puis en 2009, il avait disparu pratiquement. En 2010, il n'y avait plus rien. C'est une petite tache. Voilà. Même pas de quoi mettre des glaçons dans votre whisky. Il y avait 3 fois rien. Voilà. Donc, pour ces petits glaciers, ça peut aller très vite. Vous voyez, en quelques années, ça disparaît et le glacier de Sarenne, actuellement, est dans ce cas-là. Voilà. Bon, je ne vais pas vous épuiser, mais je voudrais vous montrer que, quand même, pourquoi les glaciers fondent actuellement et fondent plus. Et quand on étudie les glaciers, je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que c'est un peu technique et il n'y a aucune raison de vous assommer avec ça. Mais quand on veut vraiment étudier les rapports qu'il y a, les relations qu'il y a entre l'atmosphère et les glaciers, c'est-à-dire poser la question de savoir pourquoi les glaciers reculent actuellement, eh bien, il faut mettre un peu le paquet. Hein. Il faut mettre sur le terrain des stations qui sont plus ou moins complexes, qui permettent de mesurer tous les flux d'énergie qui s'échangent entre l'atmosphère et le glacier. Ça, c'est la photo est prise dans le sud de la Bolivie, donc à 5400 mètres d'altitude. Donc on a suivi cette station 3 ans pour essayer d'établir un bilan d'énergie. Et effectivement, quand on regarde les choses de près, sans entrer dans le détail, mais l'énergie qui arrive au niveau d'un glacier et qui participe à la fonte de la glace, on peut dire qu'il y a 3 types d'énergie principaux. Il y a évidemment, vous vous en doutez, l'énergie qui est apportée par le soleil, le rayonnement direct, ici en jaune. Donc c'est des énergies qui sont apportées par la lumière et qui se déplacent dans le domaine des ondes courtes. Vous avez l'infrarouge également qui vient en grande partie des nuages et de l'atmosphère. Voilà. Et puis vous avez H qui est important aussi, c'est la chaleur de l'atmosphère, toutes les températures qui sont transportées par les vents, par l'atmosphère de régions qui sont plus chaudes. Par exemple, imaginez un fond de vallée où il fait 35 degrés, l'air plus léger monte, ça entretient une turbulence dans l'atmosphère qui est souvent responsable de nuages, de cumulus. Hein. Et puis cet air chaud peut être transporté en direction du glacier, imaginez le glacier blanc par exemple. L'atmosphère s'échauffe et on a vu cet été par exemple, l'atmosphère s'échauffer de telle sorte qu'au sommet du Mont Blanc, on a relevé des températures de 10 degrés. Donc imaginez l'isotherme, lui il est au-dessus de 5000 et très nettement. Ça apporte de l'énergie, c'est de la température. Donc retenez qu'il y a le rayonnement, hein, qui est très important en haute montagne parce que l'atmosphère est moins épaisse, donc il y a moins de rayonnement qui est intercepté par l'atmosphère. Donc tout ça arrive au niveau du glacier, et imaginez ce qui se passe sous les tropiques quand vous avez le soleil à la verticale. Et puis vous avez des flux qu'on appelle turbulents, qui viennent de la turbulence de l'atmosphère. Voilà, donc on fait avec ce type de station le bilan de tous ces flux, ici, avec différents appareils. Je ne rentre pas dans les détails, hein, ici. Et finalement, la somme de tous ces flux, eh bien, est équivalent à la fonte au niveau de la surface. Donc la fonte n'est que la somme des différents flux qui s'échangent entre l'atmosphère et la surface du glacier. Alors il y a quelque chose qui est très important, et vous le savez, c'est la couleur du glacier qui intervient, et dans nos régions particulièrement en mai et en juin. La couleur du glacier, eh bien, c'est la faculté qu'a la surface du glacier à renvoyer la plus grande partie de l'énergie qu'elle reçoit dans le domaine des ondes courtes ici. Quand la surface du glacier est très très blanche, avec de la neige fraîche, eh bien la surface va absorber très peu d'énergie. La surface va renvoyer 80-90% de l'énergie qu'elle reçoit. Autrement dit, c'est une protection pour le glacier.
C'est pour ça que d'ailleurs, dans certaines régions, on met des toiles blanches à la surface des glaciers. C'est pour modifier l'albédo. L'albédo, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface, glaciaire ou autre. Et dans le cas des glaciers, plus l'albédo est élevé, mieux le glacier se porte. Et il y a une région, il y a un mois qui est décisif pour l'état de santé du glacier, pour le bilan de masse de l'année, c'est le mois de juin. Si le mois de juin, comme cette année, alors cette année c'était extrêmement net puisqu'on a eu déjà des chaleurs en mai, hein. Mais regarde, ce mois de juin, le glacier blanc était déjà en glace, c'est-à-dire de couleur grise, au moins jusqu'au pas loin du niveau du refuge des écrins. Dans ce cas-là, eh bien, comme on suivit ensuite des mois très chauds, avec beaucoup de rayonnement, puisqu'il y a eu peu de nuages, eh bien, ça va expliquer le fait que le glacier blanc, cette année, va perdre énormément de masse. Donc, le mois de juin, c'est le mois qui explique le plus, du point de vue statistique, le bilan que l'on calcule ensuite en septembre. Le mois de juin, et comme le mois de juin, avec le réchauffement climatique, le mois de juin a perdu sa neige, disons qu'actuellement, à vers 2000 mètres d'altitude et au-dessus, on voit le déneigement se produire avec actuellement 21-23 jours d'avance, en moyenne, par rapport à ce qui se faisait dans les années 80. Eh bien, ce déneigement précoce, eh bien, non seulement il embête les randonneurs à ski, hein, qui voudraient bien pouvoir skier jusqu'au début juillet, comme je le faisais quand j'habitais Briançon. Hein. Maintenant, c'est plus possible. La neige part avec une vingtaine de jours, presque 3 semaines, on va dire, d'avance. Et ça, ça rend les glaciers extrêmement vulnérables, puisque les glaciers, sur une grande partie de leur surface, abordent la saison estivale avec une couleur grise, donc avec un albédo extrêmement déprimé. Et effectivement, quand on regarde l'ablation, au niveau de la surface des glaciers, ça c'est au niveau du glacier de Sarenne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en train de disparaître, grâce à Emmanuel Thibert, qui travaille aussi sur le glacier blanc, mais qui a fourni ces données. On voit bien que depuis les années 50, on a une période où l'ablation, hein, ça c'est les valeurs d'ablation, sont restées très basses. Le glacier perdait 2 mètres à peu près d'ablation dans l'année. Et puis petit à petit, l'ablation s'est mise à augmenter et actuellement, vous voyez, en moyenne, le glacier perd environ 4 mètres pendant la période, essentiellement pendant la période estivale. Avec des pointes beaucoup plus élevées. Regardez, 2003, le glacier a perdu 5 mètres. Et cette année, on doit être au-delà de 5 mètres. Donc quand vous avez des étés caniculaires, eh bien les glaciers ont du mal à suivre, et c'est ce qui va se passer cette année, et ce qui risque de se passer de plus en plus dans le futur. Voilà, donc on peut plus simplement dire que les glaciers reculent ou fondent de plus en plus à cause de l'élévation de la température de l'atmosphère. Et regardez cette courbe qui fait la moyenne entre 2 stations qui sont réputées sérieuses, où les données sont vraiment très fiables. C'est Bourg-Saint-Maurice et Embrun, hein, qui sont des stations finalement à la même altitude. On est vers 900 mètres d'altitude à peu près. Mais regardez, depuis 1900, hein, eh bien, on retrouve ici les années où les glaciers étaient en bonne forme. Là, j'ai dit tout à l'heure qu'il s'était passé quelque chose dans les années 40, vous vous souvenez, où on a eu déjà un premier épisode de fonte intense des glaciers, et on peut relier ça aux températures élevées de la décennie 40-50. Ensuite, on a eu la période d'équilibre des glaciers jusqu'au milieu des années 80. Et effectivement, vous voyez que les températures piétinent. Elles sont plutôt basses dans cette période.
Et puis, voilà ce qui se passe. Ça, c'est notre réchauffement. Notre réchauffement, depuis le milieu des années 80, on a un réchauffement vraiment extraordinaire de l'atmosphère et en même temps une augmentation de l'ablation et en même temps, évidemment, un déficit de plus en plus creux des glaciers. Voilà. Donc on peut résumer en fait l'évolution des glaciers au cours du XXe siècle et au début du XXIe siècle en étudiant donc la courbe de l'évolution des températures à partir de stations beaucoup plus basses. Néanmoins, voilà. Donc, si vous voulez, sur le XXe siècle et jusqu'à 2020, on a une augmentation des températures de l'ordre de 2,25 degrés dans les Alpes françaises, un petit peu plus élevé dans les Alpes du Nord. C'était pas évident, mais c'est vrai, un petit peu plus basse dans les Alpes du Sud, selon les deux stations dont on a fait les moyennes. Voilà. Et dernier point, est-ce que les glaciers vont disparaître? Parce qu'au train où ça va, on peut se demander, mais les glaciers, est-ce qu'on n'a pas la chance, nous, d'être les derniers témoins de l'existence de ces glaciers? Vous me direz, il y a quand même des glaciers qui sont longs. Hein. La mer de glace, c'est du 14 km quand même. Donc on voit mal 14 km disparaître en quelques décennies. Voilà. Mais effectivement, voilà, j'en viens aux simulations qui sont faites. Simulations qui sont faites par mon laboratoire à Grenoble. Les glaciologues comme Christian Vincent, qui travaillent particulièrement sur ces glaciers du massif du Mont Blanc, eh bien, ils ont utilisé, vous savez qu'il y a le GIEC, le groupe des experts du climat, a mis au point plusieurs scénarios pour l'avenir d'ici 2100. Il y a un scénario sobre où on contient l'évolution des gaz à effet de serre et on atteint la neutralité carbone, comme on dit, conformément aux accords de Paris de 2015, on atteint la neutralité en 2050. Et après, on maintient nos émissions carbone à un niveau très bas. C'est le scénario sobre. Il y a un autre scénario qui, lui, alors, on achète des grosses voitures, on fait tout ce qu'il faut pour émettre énormément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. À ce moment-là, alors que le scénario sobre, on prend 2 degrés et pas plus d'ici 2100, peut-être un peu moins si possible. Avec le scénario business as usual, comme on dit, eh bien, on atteint 4-6 degrés au niveau global. Et nous, les glaciologues, on est prudents, on fait nos simulations avec un scénario intermédiaire. C'est-à-dire que on parvient à faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre à partir de 2050 et on essaye qu'elles ne soient pas trop fortes en 2100. Et avec ça, au niveau global, on prend un peu plus de 3 degrés environ. 3 degrés depuis 1850, sachant qu'on a déjà pris 1 degré 1 déjà. Hein. Donc il nous reste 2 degrés à prendre. Hein. Voilà. C'était pas 2 degrés qu'on avait pris, non? C'est dans les Alpes. Là, oui, bonne question. C'est au niveau global. Quand je dis au niveau global, c'est au niveau mondial, en moyenne l'océan et les continents. Tout à l'heure, c'était les Alpes. Et dans les Alpes, ça va plus vite. Et en montagne, ça va plus vite. Donc dans les Alpes, c'est évidemment plus. Bien sûr. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets toujours au niveau global. Hein. Au niveau global. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec un scénario dit intermédiaire, qui n'est pas le plus raisonnable, mais malheureusement, à ce stade, le plus probable, hein, sauf si on arrive à prendre des mesures vraiment très très fortes pour limiter nos gaz à effet de serre, nos émissions. Mais voilà ce qui se passe. Si on prend 3 niveaux au niveau global, eh bien, en 2050, on voit que la mer de glace se coupe en deux. Elle se coupe en deux
pour une raison simple, c'est qu'il y a très peu de glace. Là, il y a à peu près moins de 40 mètres de glace ici, sur les séracs du Tacul. Donc, la mer de glace isole une masse de glace qui ne sera plus alimentée et qui va disparaître peu à peu, puisqu'elle n'est plus alimentée. Hein? Et effectivement, en 2100, elle aura complètement disparu. Que fait Argentière? Argentière est là, donc plus c'est sombre, plus il y a de l'épaisseur de glace ici. Argentière, on a encore 350 mètres de glace d'épaisseur, comme ici dans la partie basse de la mer de glace. Par contre, on n'a pas ce réservoir d'alimentation ici. Donc Argentière, 2050, il recule, il fait apparaître un lac qui va être vraiment assez important. On l'estime à entre 10 et 12 millions de mètres cubes. Et ce lac peut menacer la ville de Chamonix, enfin toute l'urbanisation de la ville de la vallée de Chamonix, si se vidange d'une façon ou d'une autre. Et en 2100, il n'y a plus rien. Et donc mon collègue Christian Vincent, qui est à l'origine de ces simulations, me disait cette année, pour la première fois, il n'y aura plus de zone d'accumulation sur le glacier d'Argentière. Il n'y aura plus de zone d'accumulation. Autrement dit, cette année, le glacier d'Argentière ne va absolument pas s'alimenter. Et donc, on est parti, effectivement, sur ce scénario de disparition complète d'ici combien de générations? Une génération, c'est 25 ans à peu près, hein, en gros. Ouais, donc faites le calcul. 2020 moins 2100, voilà. Combien de générations ça fait? 3 générations. Voilà. Donc 3 générations, c'est mes arrière-petits-enfants, voilà. Peut-être les vôtres, ou ceux les plus jeunes, ça sera leurs petits-enfants, etc. Donc ça va très vite. La déglaciation est à l'œuvre, et avec le climat qui se profile à l'horizon, avec un scénario qui n'est pas le pire, hein, eh bien, on perd nos glaciers en France. Parce que ce sont les 2 plus grands glaciers des Alpes françaises, donc imaginez que tout le reste aura disparu. Les Suisses, nos collègues suisses ont fait la même chose, Joué et Heuss, donc, de Zurich. Et ils ont pris, eux, le plus grand glacier des Alpes, c'est le glacier d'Alecht. Là, on n'est pas à 14 km, là, comme la mer de glace, on est à 22 km. Et à ce niveau-là, encore, il y a 700-800 mètres de glace ici. Voilà. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que avec les modèles, on peut tout faire, il suffit de tourner les bons boutons. Hein. Et si on décide, par exemple, je veux voir ce que va faire le glacier d'Alecht si la température ne croît plus, n'augmente plus. Autrement dit, si on reste dans les températures moyennes de ces dernières décennies écoulées. Hein. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas une surprise, mais le glacier d'Alecht perd quand même 40% de son volume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour connaître le futur d'un glacier, il ne faut pas imaginer son futur, il faut mesurer son passé. C'est que le glacier est tellement en déséquilibre avec le climat actuel, depuis plusieurs décennies, qu'il n'a pas de choix, il est obligé de reculer. Parce qu'un glacier, ça recule, ça rétrécit pour se mettre en conformité avec son climat. Le glacier court toujours, si j'ose dire, après le climat. Et donc, pour courir après le climat écoulé de ces dernières décennies, le glacier d'Alecht doit perdre 40% de son volume. A fortiori, si dans le modèle, on met les scénarios du GIEC, 2.6, c'est le scénario à 2 degrés, celui des accords de Paris. Et le pire des scénarios, il n'y a pas le 4.5, mais 8.5. Voilà. Dans ce cas-là, le glacier aura perdu, d'ici 2100, 60% de son volume. Oui, c'est guère plus, finalement. Enfin, si, quand même, 40-60%, il y a une différence. Mais ouais, c'est quand même, le glacier est parti sur sa lancée de déficit. Et puis, si c'est le scénario que j'ai mis en rouge, là, parce que c'est le pire, on prend 5 degrés au niveau global, au niveau mondial, le glacier perd 95%. Je ne sais pas si vous connaissez ce glacier, pour l'avoir peut-être parcouru à ski, c'est un glacier qui est géant.
Hein, ici, il y a, je le répète, 700 mètres de glace. Donc il restera, en 2100, juste un petit glacier sur le versant sud de l'Ayguers. Voilà. Donc ça va très vite. Ça va très vite. Et on est donc... il est tout à fait possible de perdre 90% de nos glaciers d'ici la fin du siècle. Et pas avec le pire scénario. Vous voyez ? Donc c'est un peu le message que je voulais vous faire passer. Ces modélisations sont très fiables. Hein, voilà. Donc on en est là actuellement. Alors, quelques points pour résumer, pour rafraîchir la mémoire. Point, on assiste actuellement à un recul sans précédent des glaciers de montagne. La stabilité, c'est l'exception. Un petit peu dans la partie du Karakorum, pour des raisons qui sont connues. Cette érosion des glaciers est due à l'augmentation de l'ablation, c'est-à-dire à l'augmentation de la fonte. L'accumulation est variable d'une année. Cette année, on a eu une année avec peu d'accumulation. On a eu à peu près en haute montagne 60%, même pas, de l'accumulation qu'on a en moyenne. Mais il se peut que l'an prochain, on ait un très bel hiver. C'est pas impossible. Hein. Mais quand on regarde en moyenne les années où il y a beaucoup d'accumulation et les années où il y a peu d'accumulation, on voit bien sur plusieurs décennies que les choses ne changent pas beaucoup. Du moins à l'altitude des glaciers. Plus bas, les choses ne changent pas beaucoup au niveau des précipitations, sauf qu'on a plus de pluie que de neige et de plus en plus en dessous de 1000 mètres d'altitude. Ça, vous l'avez bien noté. Voilà. Moi, quand j'ai habité Briançon, c'était la neige entre le 20 décembre et début avril. Hein. Et j'étais gamin, donc je m'amusais beaucoup avec la neige. Donc, je me souviens bien. Mais ça ne veut pas dire que ça marchait chaque année. Il y avait des années où les gens qui vendaient des skis, ils faisaient grise mine, puisque à Noël, il n'y avait presque pas de neige. Hein. Mais par contre, il faisait toujours froid. Témoin, à Briançon, il y avait 3 patinoires naturelles. Hein. Moi, j'ai appris à patiner sur des patinoires naturelles. Et maintenant, vous voyez, les patinoires naturelles, ça marcherait peut-être quelques semaines, mais pas quelques mois. Hein. Bon, si les glaciers fondent, c'est qu'ils reçoivent plus d'énergie. Hein. Cet excès d'énergie est lié au réchauffement atmosphérique. Vous avez vu la courbe de tout à l'heure. Les glaciers sont en très fort déséquilibre avec le climat actuel. Ils seront contraints à reculer dans le futur. Une nouvelle crue glaciaire est très très improbable. Ou alors il faudrait vraiment qu'on change de climat. Beaucoup de glaciers devront disparaître dans les prochaines décennies, quels que soient les scénarios de réchauffement futur. Donc les générations vivant en 2070-2100 seront peut-être témoins des derniers glaciers alpins. C'est un peu triste, mais malheureusement, ça nous pend au nez. Voilà, comme on dit. Alors, bien sûr, si j'avais plus de temps, il n'y en a pas, et heureusement, on va s'arrêter, on pourrait étudier toutes les conséquences de la perte des glaciers à l'échelle mondiale. Niveau des océans, hydrologie, risque. On a vu un glacier s'effondrer dans les Dolomites, le glacier de la Marmolada, cette année. Hein. Les écosystèmes qui sont adaptés aux glaciers. Il y a tout un écosystème autour des glaciers qui vit là parce qu'il y a un glacier. Donc habitué à des conditions fraîches en permanence. Qu'est-ce que ça va devenir? Et puis, glacier, c'est un paysage, c'est un patrimoine, ça alimente le tourisme, etc., etc. Il y a toutes ces conséquences qu'il faut voir derrière. Une seule conséquence, et puis je m'arrête, c'est le niveau des océans. On est peu concerné à Briançon, mais quand même, on va au bord de la mer parfois. Et quand on regarde les observations altimétriques par satellite, qui sont très fiables depuis le début des années 80, l'océan mondial prend environ 3,3 mm par an. C'est le niveau actuel depuis le début du millénaire. Et évidemment, il est intéressant de voir quels sont les responsables.
Le premier responsable, c'est l'expansion thermique. Les océans sont plus chauds, et donc ils se dilatent. L'eau se dilate et ça prend plus de place. Et ça, c'est responsable de 1 mm des 3 mm 3. Vous voyez que les glaciers de montagne sont bien placés, si j'ose dire. 0,9 mm, 28%. Le Groenland à jeu égal avec le Groenland qui est en train d'augmenter malheureusement, et c'est assez inquiétant. Et l'Antarctique qui reste pour l'instant relativement en arrière. Voilà. Donc c'est ça. La perte des glaciers de montagne, ça a aussi des conséquences sur l'élévation du niveau des océans. Et en France, on est particulièrement concerné, on a beaucoup de côtes dans la métropole et également dans le domaine extramétropolitain. Voilà. Je termine sur cette belle photo de carottage de glace dans les Andes. Ça a été mon boulot pendant quelques temps. Et là, on est à 5300 mètres d'altitude et on extrait une carotte de 140 mètres de long qui nous a permis de reconstituer le climat sur à peu près 20 000 ans. Voilà. C'est ça aussi la glace, c'est un conservatoire de climat. En extrayant la glace et en analysant la glace, on arrive par chance à reconstituer le climat. Et mes collègues qui travaillent en Antarctique, c'est pas 20 000 ans, c'est 800 000 ans. Et ils sont partis pour arriver au million d'années en exploitant un site proche du Dôme C actuellement. Voilà, ben merci. J'espère que je ne vous ai pas saoulé et que je ne vous ai pas... S'il y a quelques questions. Et s'il y a...